Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux. Donc je me présente, Sophie de Rénal, je suis la directrice marketing de Nutri Marketing. C'est une agence basée à Paris. Et donc on fait 3 choses principales. La première, c'est faire de la veille de l'innovation, donc les nouveaux ingrédients, les nouveaux produits. Les consommateurs, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils connaissent. Et la réglementation, la science. Et à partir de cette expertise, on va guider des tours innovation dans les salons. On va guider des tours innovation dans les salons. On va faire des présentations de tendance, on va faire des études de marché, on va faire des formations, voilà, tout ce qui peut tourner autour de l'innovation, faire des matinées d'inspiration autour de l'innovation. Et puis, on va aider nos clients à développer des nouveaux produits, bien sûr, en adéquation avec les tendances que nous aurons détectées. Donc ça, c'est la deuxième partie, innovation alimentaire. Et puis enfin, on fait de la communication en nutrition, donc que ce soit vers les consommateurs, donc à travers la mise en mots sur le packaging des atouts du produit. Ça peut être des sites internet, ça peut être sur des salons, des leaflets, mais on peut s'adresser aussi aux prescripteurs, donc les médecins, les diététiciens, les nutritionnistes. On peut s'adresser à la presse, on peut s'adresser sur un site internet, sur un Facebook, sur un Twitter, voilà, sur tout type d'outils de communication. Et Nutri Marketing anime un club qui s'appelle le Club PAI, qui expose ici et qui est partenaire du salon. Ce club, il a une 30aine d'années et c'est une association à but non lucratif, donc il y a 0 salarié au Club PAI. Par contre, il a une 60aine de membres qui fabriquent des ingrédients ou des additifs. Et le but du jeu, c'est de connecter les gens, de faire circuler de l'information, de faire du bruit autour des ingrédients et des produits alimentaires intermédiaires. Donc on organise des déjeuners, débats, des visites de sites. On envoie tous les mois un PAI Contact à 6000 contacts agroalimentaires. Donc c'est gratuit de recevoir ce PAI Contact, c'est gratuit de faire passer de l'information pour peu qu'elle soit innovante. Et donc on participe à des salons professionnels et on organise des ateliers sourcing, des workshops tout au long de l'année. Donc là, aujourd'hui, mon thème, ça va être le Made in. Alors, Made in France, oui, mais Made in ailleurs aussi. Et l'importance de ça pour les consommateurs. Cette tendance, d'où est-ce qu'elle nous vient ? Elle nous vient curieusement à la fois de la crise économique, mais aussi, surtout, de la crise sanitaire. Donc, cette crise économique qui dure depuis déjà presque 10 ans, elle a eu un impact à la fois sur le prix des matières premières, mais aussi surtout pour le consommateur. Ça a impacté son budget et ça a fait qu'il s'est remis à se demander qu'est-ce qu'il y avait dans son assiette. Donc ça va, et du coup, en découvrant ce qu'il y avait derrière les produits, et notamment les produits industriels, on va voir qu'il a vraiment pas mal modifié son comportement. Mais ce qui a vraiment impliqué cette tendance au made in, donc au local, ou du moins à l'origine, à connaître l'origine et la traçabilité des ingrédients, ce sont les crises alimentaires. Alors je vous vois prendre des notes, j'ai oublié de vous dire que je pense que le PowerPoint sera en ligne sur le site du salon, donc récupérable, et sinon vous me laissez une adresse mail et puis je pourrai vous l'envoyer après. Donc diverses crises sanitaires, voilà, dernière en date avec l'abattoir bio qui a fait pas mal de mal à la filière. Mais donc c'est pour le consommateur à chaque fois, c'est on m'empoisonne et c'est on me cache tout et c'est les méchants industriels par rapport aux gentils artisans par exemple. Donc toutes ces crises alimentaires ont conduit effectivement à, notamment en France, des Français qui, vous voyez, 50%, ils ont le sentiment de ne pas savoir ce qu'il y a dans leur assiette. Et puis, il y a aussi eu un manque de transmission, 4 enfants sur 5 qui ne savent pas à quoi ressemble un poireau. Voilà, moi, quand mes enfants étaient petits, un jour, mon fils, il avait 2-3 ans, et il me demande, mais le poulet, c'est quoi comme animal ? Là, je me suis dit que j'avais raté un petit peu quelque chose, et pourtant, il avait été dans les fermes, et pourtant, il avait vu des poules. Mais, voilà, le poulet qu'on achète tout rôti, c'est quoi comme animal à la base ? Coluche nous le disait déjà, avec les poissons carrés avec les yeux dans les coins, pour le poisson pané. Mais donc voilà, il y a un moment donné, la réalité dépasse la fiction et effectivement, il faut réapprendre d'où viennent les aliments. Et en France, quelque chose qui est assez, qui fait se poser des questions,
comme vous allez le voir là, c'est vous avez 59% des Français qui estiment qu'il y a un risque dans les produits alimentaires qu'ils mangent, alors que la France est le deuxième pays où la nourriture est la plus saine du monde. Donc c'est vraiment très important. Alors, autant vous voyez la Chine, vous avez 93% des gens qui pensent qu'ils prennent un risque, mais effectivement, le pays est très mal placé. Par contre, la France, c'est vraiment très paradoxal, c'est-à-dire que probablement dû d'une part à la médiatisation à chaque fois de toutes les crises sanitaires, et à la fois parce qu'on a un rapport avec cette nourriture qui est très culturelle, très gastronomique, et du coup, ça nous questionne, et on a toujours l'impression qu'on va nous empoisonner. Or, on ne le répétera jamais assez, la nourriture n'a jamais été aussi saine qu'aujourd'hui. Et ce, probablement grâce à, justement aux industriels, aux ingrédients, aux additifs, font que les durées de vie des produits sont allongées et qu'effectivement, maintenant, on a une nourriture très saine. Mais il y a cette crise de confiance de la part des consommateurs. Hein, vous voyez, presque 1 sur 2 qui pensent que c'est difficile de se procurer des produits avec lesquels je me sens rassurée. Et finalement, 76% seulement des Français qui ont confiance dans cette industrie alimentaire par rapport à 92% aux USA. Et pourtant, quand on y pense, nous, Français, on se dit, ben non, franchement, la nourriture en France est quand même bien meilleure qu'aux États-Unis. Du coup, cette crise de confiance, elle s'exprime par un besoin de réassurance. Donc, je vais me rassurer soit par des labels, soit par justement l'origine, et retrouver des valeurs et consommer du sens. Donc, voilà, je surveille mon alimentation. Et donc, on arrive à ce mouvement, donc le locavorisme, qui est né aux États-Unis il y a plus de 10 ans maintenant, avec à l'époque une connotation très développement durable. Hein. L'idée était vraiment de réduire les émissions de gaz liées au transport, et donc de ne consommer que des produits locaux pour le bien de la planète, en fait. Hein. Donc, effectivement, on sait que la nourriture voyage énormément. Vous voyez, au Royaume-Uni, 65% de plus qu'il y a 20 ans. Vous avez du ketchup Heinz qui est consommé en Californie à base de tomates californiennes, mais il est transformé au Canada avant de revenir en Californie. Enfin, vous voyez, un tas de choses comme ça qui font que, effectivement, le consommer près de chez soi, ça paraît beaucoup plus logique. Mais effectivement, au départ, cette ambition du locavorisme, c'était vraiment ce développement durable. Et puis, avec la crise, il y a eu une démarche sociale qui était défendre l'économie locale, les emplois. Donc, je consomme pour le tissu social de ma région, pour aider les petits producteurs, pour aider effectivement toute mon industrie locale, avec un développement notamment des circuits courts qui progressent énormément chez nous. Donc, on va avoir un développement des produits régionaux, on va aller chercher les produits à la ferme, on va vraiment essayer de faire le plus court possible, mais pour la défense des emplois aussi, pour manger mieux et pour la planète. Donc, on arrive à faire pour le bénéfice finalement de tout le monde. Cette tendance, elle est particulièrement présente en France, mais c'est vraiment une tendance très internationale, avec effectivement, vous voyez au Royaume-Uni par exemple, 78% maintenant des Britanniques qui préfèrent consommer de la nourriture anglaise. Ça peut nous paraître curieux à nous, mais eux, c'est le cas. Et donc, vous avez le local et même le hyper local, on y reviendra, qui se développe fortement sur la planète. On voit également donc, aux États-Unis, hein, puisqu'on parle déjà de 9 milliards rien que pour la production locale. Aux États-Unis, par exemple, vous avez tout ce qui est microbrasserie, les bières artisanales, qui sont en train de se développer énormément, alors que le marché de la bière traditionnelle est plutôt en baisse. Hein, donc, une autre façon de consommer. Donc aux États-Unis, vous voyez, maintenant c'est même 12 milliards, donc 9 milliards en 2013, 12 milliards en 2014, donc ça progresse. Ça reste que 2% du marché, mais avec des projections fortes hausses, puisque ça devrait atteindre les 20 milliards d'ici 2019. Donc beaucoup de gens qui cherchent, et on verra des nouvelles formes d'économie et des nouvelles formes de culture pour essayer de faire se rapprocher les productions des consommations. Donc motivation aux États-Unis, c'est d'abord la fraîcheur, puis le soutien à l'économie locale, donc le côté social, et le goût arrive qu'en 3e position. Donc voilà, hein, le frais, le local. Ça peut être aussi perçu comme plus sain, les produits locaux. Ce n'est pas forcément le cas, hein, mais c'est comme ça que c'est ressenti par les consommateurs, à une meilleure qualité, moins cher. Ce n'est pas souvent le cas non plus. Hein. Souvent, les produits locaux peuvent être plus chers que le produit industriel en général.
Et puis, une perception, vous voyez que surtout les femmes de plus de 65 ans qui recherchent beaucoup plus des produits locaux. Donc il y a vraiment un phénomène lié à l'âge. On va consommer local, plus on avance en âge et plus on consomme local. En fait, plus on va attacher de l'importance à cette valeur du terroir, on a envie de retrouver des choses, retrouver du sens et retrouver aussi parfois le goût des choses d'autrefois. Hein. C'est cette fameuse nostalgie du bon vieux temps, de l'enfance. Donc là, je dis toujours, et là, je casse toujours un peu l'ambiance parce que le goût de l'enfance, hein, le fameux carambar de quand on était petit ou autre chose, le carambar, lui, il n'a pas bougé. Par contre, vos papilles, même les vôtres, hein, là, les jeunes, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle, même les vôtres, elles ont déjà commencé à évoluer et c'est foutu. Hein, les bonbons de votre enfance, les Skittles, vous ne retrouverez jamais le vrai goût une fois que vous aurez passé 20-30 ans. Parce que vos papilles ont changé. Les Skittles, pas forcément, mais vos papilles, elles ont changé. Donc, essayez de retrouver le bon goût de l'enfance. C'est un peu un leurre, à la fois parce qu'évidemment, les produits parfois évoluent, mais surtout parce que vos papilles aussi. Donc, vous voyez, selon les différentes régions, il y a les atouts des produits locaux sont un petit peu différents. Donc, en Europe, on va d'abord trouver un intérêt dans la traçabilité. En Asie, on va trouver dans la sécurité. Pour ce qui est de la santé, c'est plutôt effectivement l'Amérique du Nord et l'Asie. Par contre, en Europe, on va vraiment chercher aussi tout ce qui est développement durable. Le prix, ça sera plutôt au Moyen-Orient. Et le bénéfice pour l'économie locale, ce sera aussi en Amérique du Nord, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, ça, c'est ce que les consommateurs déclarent. Hein, et là, il faut toujours faire attention dans toutes les études que vous allez avoir entre les mains au cours de votre carrière. Il y a toujours un gap entre ce que dit le consommateur et ce qu'il fait réellement. Hein, dans la vie idéale, j'aimerais bien manger que de la salade et des légumes verts, les 5 par jour et les 3 produits laitiers, et faire attention et pas toucher au Nutella ni au chocolat, mais et 30 minutes me marche. Ça, idéalement, j'aimerais vraiment le faire. Mais globalement, dans ce que je fais vraiment, vous voyez bien que ce n'est pas le cas. Donc voilà, il y a vraiment toujours un gap. Il faut vraiment faire toujours attention à ça parce qu'on peut faire dire des choses à une étude de consommateur dans le déclaratif. Après, il faut voir ce qui se passe vraiment en rayon. Donc, globalement, entre les gens qui disent qu'ils voudraient vraiment acheter local et ceux qui le font vraiment, vous voyez que voilà, les Hollandais, par exemple, eux, ils sont assez cohérents puisqu'ils vont dire qu'ils n'y attachent pas beaucoup d'importance et du coup, ils n'achètent pas avec. Par contre, tous ceux qui sont au milieu, ou même les Canadiens ou les Britanniques, eux, ils disent qu'ils y attachent beaucoup d'importance, mais par contre, ils ne consomment pas beaucoup. Les Japonais, pareil. Donc, dans la recherche de traçabilité dont on parlait tout à l'heure, c'est vraiment de savoir d'où ça vient et comment c'est fabriqué. En fait, c'est ça qui va rassurer vraiment le consommateur et c'est vraiment finalement pour ça qu'il va vouloir acheter du local parce que effectivement, c'est à la fois voilà, d'où est-ce que ça vient, comment c'est fait, et vous voyez que là encore, il y a une importance liée à l'âge, mais quand même, on est au-delà des 70% pour toutes les tranches d'âge. Donc c'est vraiment un critère important. Je veux savoir comment c'est fait, je veux savoir d'où ça vient. Et là encore, ça peut venir d'ailleurs, ça peut venir de loin. Si je veux les pâtes, si mes pâtes elles sont italiennes, faites avec du blé italien, ça me va, parce que finalement, ceux qui savent le mieux faire les pâtes au monde, c'est probablement les Italiens. Donc, ok, on me dit qu'elles viennent d'Italie avec du blé italien, ça me va. Si on me dit qu'elles ont été faites en Chine avec du blé japonais, je trouverais ça un peu plus curieux. Donc voilà, ça c'est une étude européenne qui a été faite en 2013 et donc vous montre bien que les consommateurs européens vous veulent savoir d'où provient, en fait, de quel pays provient les produits qu'ils consomment. Donc là, ça a été fait à la suite de ce qu'on a appelé le Horsegate, la fameuse viande de cheval qui a été retrouvée dans les lasagnes de Findus. Et là, c'est vraiment une étude aussi européenne faite par le Bureau d'études des consommateurs européens. Et donc, pour savoir voilà, l'origine de la viande, ça a été assez controversé ces dernières semaines avec l'étude de l'UFC Que Choisir, qui a montré que finalement, alors que c'était plus ou moins obligatoire, en tout cas pour la viande fraîche, de l'indiquer l'origine, beaucoup de sociétés ne le faisaient pas. On attend le décret d'application pour que l'origine de la viande soit obligatoire dans les produits transformés à base de viande. Et je pense qu'effectivement, ça va être mis en place dans les prochains mois. Voilà,
ça peut paraître paradoxal parce qu'effectivement, il y a beaucoup de consommateurs, et notamment en France, qui ne regardent pas forcément les étiquettes, mais ce besoin d'origine-là et la façon dont on va pouvoir le marketer derrière pour rassurer le consommateur, c'est de plus en plus important. Donc, dans les attentes des Français, vous voyez presque 8 sur 10 qui consommeraient de préférence du Made in France. Là encore, attention, c'est du déclaratif. Mais si on compare par rapport à donc dans les attentes, hein, c'est très important pour les Français d'avoir des produits qui soient fabriqués localement. 85% passent à l'acte régulièrement pour 39% ou de temps en temps pour 46% d'entre eux. Donc première motivation, soutien à l'agriculture, l'économie locale. Et très loin, vous voyez, 48%. Le goût, c'est que 17%. Qualité sanitaire, c'est que 11%. Donc vraiment, le local, c'est vraiment pour défendre les producteurs et participer et lutter un peu contre la crise aussi. Donc énormément d'initiatives mises dans toutes les régions pour développer cette économie locale, et notamment au niveau des restaurants, par exemple. Ils sont finis. Et donc au niveau des Français, on est beaucoup moins sur de la santé préventive, par exemple, et beaucoup plus sur de la naturalité des produits locaux et une santé qui va être apportée par justement ces produits locaux, donc sans produits chimiques, sans trop de transformation, éventuellement des produits bio. Donc c'est vraiment des Français qui font très attention à ce caractère naturel des produits. Alors ça aussi, c'est une tendance qui est beaucoup plus large. Et le fait que vous alliez, par exemple, chercher vos carottes directement à la ferme, que la ferme soit bio ou pas bio, c'est pas grave. Vous avez vraiment l'impression de manger et du bio et du naturel, simplement parce que la terre est encore sur la carotte et les fans aussi, et vous ne l'avez pas lavé dans un sachet. 72% des Français associent donc ce critère de produits fermiers avec le naturel. Hein, il y a vraiment une très forte adéquation. Et puis, des consommateurs qui vont de plus en plus s'interroger sur l'origine des aliments qu'ils achètent. Donc, c'est vraiment une grosse préoccupation. Donc, vous voyez, l'origine, ce que j'aimerais avoir sur l'étiquetage des produits, c'est vraiment d'abord l'origine et le lieu de fabrication. Loin devant l'impact sur la biodiversité ou l'impact sur l'emploi, etc. Donc je veux savoir d'où ça vient, et du coup on va développer des produits de plus en plus. Donc en France, on a tout ce qui est pain de mie ou pain industriel qui indique en général que le blé vient de France. Donc là vous avez de la farine de blé bio qui est fait dans un petit... On peut même indiquer exactement la ville où on peut mettre la tête du producteur, par exemple. Ça peut aller très loin dans le marketing pour aller indiquer aux Français et rassurer les consommateurs en général que le produit a été fait par quelqu'un de physique. C'est un peu, Danone avait fait ça avec une pub où ils avaient derrière les yaourts, et ben, il y a du lait, et donc il y a des vaches, et donc il y a des producteurs. Voilà ce que les consommateurs avaient peut-être tendance un peu à oublier. Ça paraît pourtant évident, mais voilà, parfois il faut enfoncer des portes ouvertes. Donc voilà, le produit de consommation responsable, en priorité, il doit être fabriqué localement pour favoriser l'économie, et à la fois pour réduire le transport, et à la fois pour le développement de l'emploi, etc. Donc si on regarde côté tendance maintenant, donc 5 grandes tendances qui sont des tendances de fond en alimentaire, qui vont être la praticité, le plaisir, la naturalité, l'éthique, donc tout ce qui est développement durable, et puis la santé. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres, mais c'est des lancements de produits. Donc le total ne fait pas 100%, parce qu'il y a d'autres tendances que ça. Celles-là sont les 5 piliers. Et vous voyez que vous avez les chiffres qui sont à l'extérieur, c'est le poids de ces mêmes tendances en 2007, donc avant la crise, où la santé se développait énormément, et où le développement durable était encore qu'une ébauche, moins de 1%, alors que maintenant on est en Europe par exemple à presque 20%. En France, on a dépassé ça. Donc voilà, c'est une grosse préoccupation maintenant. Sur ces 5 tendances de fond, on va avoir 3 tendances transversales. La première, ça va être free from, donc retirer tout ce que les consommateurs ne veulent plus. Donc ça peut être à la fois des côtés allergènes, donc pas de gluten, pas de lactose, pas d'œufs, etc. Et puis ça peut être aussi le clean label, donc pas d'additifs artificiels en tout cas. Mais ça peut être sans huile de palme, ça peut être sans tout ce qui fâche en fait. Vous avez ensuite un back to basic, donc là on revient à notre nostalgie de tout à l'heure, avec des listes d'ingrédients simplifiées et puis des retours à des ingrédients qu'on connaît.
avoir des produits qui sont fabriqués qu'avec des ingrédients que je connais, ça me rassure beaucoup. Et puis vous avez cette tendance qui nous vient du Japon, le LOHAS, c'est Lifestyle of Health and Sustainability, donc tout ce qui est alimentation durable, à la fois pour ma santé et pour la santé de la planète. Donc si je vais placer ma tendance locale dans ce schéma, vous voyez qu'elle va concerner absolument presque toutes les tendances. La praticité, évidemment, après le produit sera pratique ou pas. Il a carrément intérêt à l'être maintenant, parce que c'est quasiment un prérequis. Mais en tout cas, le local, c'est à la fois pour le plaisir, c'est du goût, c'est à la fois pour de la naturalité, on l'a vu, c'est à la fois, bien sûr, pour du développement durable avec la réduction des émissions de gaz. Et puis, il y a quand même un lien avec ce local et la santé. On a une étude qui s'appelle Année Nutri, qui a été faite notamment par l'INSERM. Et on a remis les consommateurs en état dans un petit supermarché, disons, et on leur a dit, voilà, dans tous ces produits-là, lesquels sont les meilleurs pour votre santé. Alors, si je prends l'exemple du jambon, vous aviez un jambon allégé en gras, un allégé en sel, un jambon standard, un jambon bio, un jambon bleu blanc cœur, un jambon artisanal, label rouge. Lequel est le meilleur pour votre santé? À plus de 80%, c'est l'artisanal. Pour le français, ce n'est pas l'allégé qui va être le meilleur pour ma santé, c'est l'artisanal. L'artisan, c'est ce qui se fait de mieux pour ma santé. Donc ça peut paraître très paradoxal. Si vous allez aux États-Unis, à tous les coups, c'est l'allégé. Mais évidemment, pour nous, c'est pas du tout la même approche. Et donc, on va avoir ce rapport avec l'artisanal qui fait que mon artisan, mon petit producteur, forcément, c'est le mieux pour moi. Donc, si on rentre dans les détails sur le back to basic, par exemple, donc retrouver des choses beaucoup plus simples, c'est à la fois, on va retrouver la confiance du consommateur avec plus de transparence, plus de pédagogie, plus de simplicité, notamment dans la liste des ingrédients. Et donc, on veut des produits plus vrais. Donc, on va voir le développement, on l'a vu, des AMAP, des paniers bio, les paniers bio qui sont à la sortie des gares, par exemple, ou essayer de recréer des liens entre les champs et l'assiette, donc avoir vraiment des choses qui arrivent directement du producteur. Ça, c'est très important pour le consommateur. Dans cette proximité avec le consommateur, vous voyez que même les produits industriels, là, heureusement qu'on a Greg et Pâquerette, sinon on n'aurait pas ce Bresse bleu magnifique. Et donc derrière un fromage qu'on connaît depuis des années, voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a un paysage magnifique, un beau gosse peut-être, et en tout cas une magnifique vache. Donc Danette, dans la transparence, c'est pareil. Je vais d'abord mettre mes agriculteurs en avant, et c'est grâce à eux que je vais avoir de la Danette, de l'Activia et des produits finalement beaucoup plus transformés. Lui, de son côté, va avoir des engagements avec sa filière blé, par exemple, et ils vont montrer d'où viennent les blés pour faire chacun de leurs produits. Donc c'est vraiment aller expliquer aux gens, refaire de la pédagogie pour expliquer comment est fait mon produit et pourquoi j'ai mis telle chose. Alors c'est ce qu'a été obligé par exemple de faire Nutella avec le problème de l'huile de palme. Quand on s'appelle Nutella, on est supposé être super content parce que essayer de faire manger autre chose que du Nutella à un enfant, c'est juste impossible. Donc ils sont ultra leaders sur leur marché. Le revers de la médaille, c'est que vous pouvez absolument rien changer de votre recette, sinon c'est plus vraiment du Nutella. Et le Coca a le même problème, Coca ou Pepsi ont le même problème. Vous pouvez rien changer à la recette parce que voilà, le Nutella, c'est immuable. Quand vous avez un scandale sur l'huile de palme et qu'en France, tout le monde est passé sans huile de palme parce que Casino et Super U ont mis un point d'honneur à dire regardez, nous on a retiré l'huile de palme et on est vertueux. Tout le monde est passé, dans les autres pays, tout le monde est passé à l'huile de palme durable. Mais quand vous vous appelez Nutella, vous êtes bien embêté parce que voilà, votre produit il a quand même beaucoup d'huile de palme. Donc il y a eu beaucoup de pédagogie nécessaire pour Nutella, pour expliquer pourquoi c'était important d'avoir de l'huile de palme, sinon on aurait un Nutella liquide. Et puis après ça, d'aller expliquer, ça y est, on est passé en RSPO et donc maintenant on est sur une huile de palme durable. Si on regarde donc la tendance LOAS, l'alimentation durable, elle repose sur 4 piliers importants. D'une part, évidemment, le durable, donc la préservation de l'environnement. Il faut quand même avoir des performances économiques parce qu'il faut créer de la valeur pour l'ensemble des opérateurs. Il y a un impact social de gouvernance, donc réduction des inégalités. Donc il faut du boulot pour tout le monde et que ce soit à peu près équitable.
Et puis évidemment, il y a le côté santé, bien-être des consommateurs. Hein. L'idée étant d'essayer de vieillir en bonne santé, voire de mourir en bonne santé. On a tous intérêt à ce que nos consommateurs, surtout s'ils sont fidèles à notre marque, vivent le plus longtemps possible. Donc dans ce Made in France, on va avoir ce souci de je relocalise. Voilà, je consomme en Bretagne, je relocalise mes entreprises. Je suis fabriquée à Boulogne-sur-Mer et je suis fière de l'être, même si c'est effectivement un produit surgelé, bâton de Colin surgelé par exemple. Mais voilà, j'ai mon ancrage local à Boulogne-sur-Mer et au vif qui va sur son produit indiquer qu'il est bon pour la santé parce que c'est de la truite riche en oméga 3. Il est bon pour le local parce que la truite, elle vient des Pyrénées et que c'est bon pour les emplois. C'est inscrit maintenant sur le packaging. Donc c'est vraiment, voilà, le développement durable, c'est une nécessité, mais les consommateurs français le lient vraiment complètement à la fabrication locale. Pour qu'un produit soit durable, il faut qu'il soit fait chez nous. Du coup, les distributeurs vont s'impliquer dans cette démarche et avoir effectivement des produits de chez nous, fabrication, la sélection locale, les producteurs d'ici, le meilleur d'ici, c'est les reflets de France, etc. Toutes les régions, évidemment, ont développé des logos pour dire c'est des produits qui sont voilà, de chez nous. Et vous pouvez même devenir un héros local en agissant pour l'emploi. Voilà. Si vous achetez des produits locaux, on reverse tant pour aider l'emploi dans la région et l'insertion des jeunes dans la vie active. Donc vous voyez que ça peut aller très loin dans les démarches. Le Made in France, plus généralement, donc on va avoir un logo Origine France qui est un tout petit peu controversé parce que pour avoir ce logo, c'est 50% de la valeur ajoutée du produit qui doit être fait en France, donc ce n'est pas totalement 100%. Du coup, on va avoir d'autres types de labels et ça peut être le drapeau, ça peut être la carte de France, etc. Donc des produits 100% France. Et même des poissons au soja qui vont être avec du soja du sud-ouest. Cette tendance, je vous l'ai dit, elle est internationale. Hein. De la même façon qu'on a les aliments de France, on va avoir ceux du Québec ou d'Australie ou d'ailleurs. Le local, la purée de pommes de terre de l'Idaho fait avec les pommes de terre de l'Idaho. Et puis, on va pouvoir aller mettre le Made in New Zealand, voilà, Made in Japan. Enfin, tout le monde a son logo. Sauf peut-être la Chine, qui, eux, on l'a vu tout à l'heure, hein, ils ne sont pas très sûrs de la qualité de leurs propres produits, donc quelque part, ils préfèrent aller les chercher ailleurs. Et c'est là où je dis que cette tendance made in, elle est made in ici, made in ailleurs aussi. C'est-à-dire que ce que je veux surtout, c'est connaître l'origine de mon produit. Surtout quand je n'ai pas confiance dans les miens. Mais même au-delà de ça, pour le consommateur français, bien sûr, il va préférer un produit made in France, mais si c'est une mangue, il va vouloir savoir juste d'où elle vient, ou évidemment, on ne pourra pas la produire nous-mêmes, ou le café, ou le chocolat, etc. On a cette tendance en région, donc on peut à la fois le mettre made in France, mais vous voyez que les donuts, ils sont proudly made in California, par exemple, ou dans la Parma Food Valley pour les raviolis. Enfin, voilà, à chaque fois, on va indiquer d'où ça vient. Ça peut aussi être, et ça c'est une tendance qui est en très fort développement, et on est sur ce salon ingrédients ici, donc ingrédients et PAI, où on met en avant l'origine des ingrédients, et de plus en plus les PAIistes indiquent que voilà, leurs ingrédients, il est fait avec du lait de France, ou il est fait avec du blé, ou etc. Et donc, voilà, mise en avant de tout ça, avec même, vous voyez, la tête de la productrice de pommes de terre pour la soupe en Angleterre. Cette provenance, je vous l'ai dit, c'est comme un signe de qualité, et donc pour ici, mais aussi pour ailleurs. Donc on va avoir des biscuits français qui vont être vendus au Canada, et avec la Tour Eiffel et le béret, hein, là on est resté dans le local. Mais les pâtes qui sont à base de blé italien, faites dans l'Italie, en Angleterre, ça fonctionne aussi, ou les biscuits au chocolat belge qui sont reconnus, le chocolat belge est reconnu dans le monde entier. Donc c'est vraiment là aussi une preuve à la fois de qualité, mais ça me rassure sur d'où viennent mes produits. Alors évidemment, il y a toujours un revers de la médaille, et avec un local qui n'est pas forcément durable. Si on reprend l'exemple des œufs, vous pouvez avoir des œufs qui sont de Champagne-Ardenne, par exemple, mais ceux-là, ils sont de catégorie 3, ça veut dire qu'ils ont été issus d'un élevage intensif. Donc l'idée, évidemment, pour s'assurer d'avoir cette tendance pérenne et surtout de rassurer complètement le consommateur, qui lui va voir, par exemple dans ces œufs-là, simplement le côté « ah bah c'est local, c'est Champagne-Ardenne, j'achète ». Or là, derrière, il achète un produit
Oui, il est fabriqué local. Hein, au niveau réglementaire, ce produit, il est intouchable. Par contre, il n'est pas totalement éthique, puisque l'idée, ce serait plutôt d'avoir un élevage du coup en plein air, d'aller jusqu'au bout de la démarche. Donc, essayer d'avoir une démarche la plus pérenne possible, la plus éthique possible, d'un bout à l'autre de la chaîne. Alors là où ça se complique, et là j'aime beaucoup ce dessin-là, c'est est-ce qu'il vaut mieux bio, est-ce qu'il vaut mieux local? Donc là, elles sont bio, mais vos pommes, celles-là, elles étaient locales, mais elles n'étaient pas bio. Par contre, celle-ci, elle est bio, mais elle n'est pas locale. Sinon, on a la locale bio, mais elle est venue en camion. Donc celle-là, elle n'est pas bio, mais elle est venue en vélo. Alors on a aussi le bio local qui est venu par bateau, etc. Donc finalement, du coup, je ne sais plus laquelle je prends. Donc c'est un peu ça l'idée. Pour le consommateur, il ne faut pas non plus l'embrouiller. Donc il faut avoir des choses qui sont claires. Et la démarche qui pourrait être éthique d'un bout à l'autre, qui serait que la pomme, elle est éventuellement bio, locale et venue à vélo. Si on regarde dans les démarches et dans les circuits de distribution, parce que finalement, dans le local, on va dire, il y a effectivement la production, mais il y a aussi après ça la distribution, donc à côté. On a ce côté urbanisation. Dans le monde aujourd'hui, on a à peu près 56% de la population, 46% pardon, de la population qui est urbaine. Dans les années 2050, on nous annonce plutôt 70%. Donc évidemment, en France, on est déjà au-delà de ces chiffres-là. Et donc de plus en plus, on va vivre en ville. Et donc comment ravitailler les urbains avec des produits éventuellement locaux, ça va se compliquer. Donc il y a des choses qui se mettent en place. Est-ce que ça a fonctionné ça? Ah non, ça n'a pas fonctionné. Si, ça devrait fonctionner. Alors par contre, le son. Aujourd'hui en Île-de-France, il y a 6 000 exploitations agricoles et plus de 11 millions d'habitants. La demande en produits frais et locaux est croissante, ce qui aggrave les problèmes de une alternative de circuit court par la voie fluviale. Nous collectons les fruits et légumes. Avec notre véhicule fonctionnant aux énergies propres, nous centralisons les commandes pour les charger à bord de notre barge fluviale au port de Clé-Souilly en Seine-et-Marne. Notre bateau navigue sur le canal de l'Ourcq pour rejoindre tranquillement Paris, remplaçant l'équivalent de 10 camions individuels sur la route et les nuisances qu'ils occasionnent. La barge de tête fait escale au bassin de la Villette. Le bateau pousseur continue son chemin jusqu'à la Seine avec le reste de sa cargaison. Nous distribuons directement à quai les fruits et les légumes achetés sur Internet. Nous récupérons la matière organique en échange et optimisons ainsi le trajet du retour. Ensuite, nous valorisons les déchets qui produiront du biogaz par méthanisation. À terme, nous voulons que notre bateau fonctionne au biogaz, énergie propre. Ainsi se boucle le cycle vertueux de Marcher sur l'eau. Rejoignez-nous sur www.marchersurleau.com. Donc voilà, ça c'est une des démarches qui existent, une des nombreuses, pour aller ravitailler effectivement toute cette problématique du dernier kilomètre, pour aller ravitailler les urbains et notamment avec des produits très locaux. La tendance et la prospective sur ce créneau-là, ça va être l'hyper local. Donc l'idée est d'avoir des fermes qui vont être par exemple sur le toit du magasin, pour que les fruits, les légumes, les salades descendent directement et soient vendus juste en dessous. Donc vous avez là un exemple de ferme comme ça, ou des ruches avec le miel qui est vendu également dans la boutique juste en dessous. Des fermes urbaines qui vont arriver par exemple à Lyon, où là c'est pareil, on va avoir des fermes verticales où on va faire pousser tous les légumes et les fruits. Aux USA, on voit arriver ce qu'ils appellent des agri-hood, c'est-à-dire que vous allez avoir en fait
un lotissement qui va être construit autour d'une ferme. Et du coup, les produits de la ferme vont être vendus à tous les gens qui habitent autour dans le lotissement. Donc on prévoit maintenant dans les lotissements d'avoir toute une partie pour avoir des jardins partagés et donc disponibles pour tous les habitants. Autre exemple, à côté de Chicago, donc ferme hydroponique qui produit uniquement des tomates grappes et ce toute l'année pour le marché local. Alors là aussi, on peut se poser la question au niveau du développement durable, parce qu'évidemment en hiver, il va falloir chauffer, il va falloir etc. Bon. Et donc, mais elles sont cueillies à maturité, elles ont un vrai goût de tomate, c'est local. Et donc, voilà. Est-ce qu'il vaut mieux, on en revient à notre pomme bio de tout à l'heure, est-ce qu'il vaut mieux avoir ce local toute l'année à côté de chez soi, et tant pis pour l'impact environnemental. Des fermes urbaines à New York, à Chicago, qui proposent des produits frais locaux toute l'année. Donc là aussi, sur les toits souvent, ou dédiés sur des docks, des anciens docks. Dans les Hagerty-Wood, vous voyez ici que dans ce grand lotissement, vous avez une ferme bio, vous avez un espace santé, vous avez un espace pour même les arts et l'artisanat, et vous avez un espace pour l'éducation des enfants. Donc tout est prévu dans ce grand centre-là, qui est situé à une quarantaine de minutes d'une ville, où les gens vont travailler, et puis ils rentrent chez eux le soir, et ils peuvent aller faire leur marché, et puis les enfants sont restés là à l'école, et puis il y a un pôle santé qui est là, enfin bref, tout est prévu pour la communauté. Et enfin, autre vidéo, autre exemple. Donc c'est un ancien conteneur. Donc voilà, une autre façon de manger local, c'est effectivement d'avoir des petits des containers comme ça qui vont faire des productions totalement locales pour livrer les restaurants du coin. Donc des solutions, il y en a plein pour effectivement cet approvisionnement local. Reste à savoir après quelle sera la plus durable et la plus éthique au niveau de l'impact environnemental. Donc pour conclure, cette tendance Made in, vous voyez, c'est plusieurs leviers. Il y a l'environnement, bien sûr, mais il y a le côté social qui est très très important, qualitatif, donc tout ce qui est sécurité alimentaire, le savoir-faire, le côté sanitaire, et puis toutes les émotions qui sont véhiculées pour les consommateurs, donc toute cette nostalgie, la confiance, quelque chose de la simplicité, on veut de l'authenticité, on veut de la transparence. Donc on veut en savoir plus sur comment c'est fait et surtout être rassuré sur comment c'est fait. Donc il y a beaucoup d'opportunités, on l'a vu, régionales, nationales, éventuellement mondiales. Dans ce contexte-là, les produits français ont vraiment de grosses opportunités parce qu'on a une réputation, on a à la fois pour la culinarité, mais aussi le savoir-faire, que les produits français sont vraiment réputés à travers le monde, donc que ce soit au niveau ingrédients, le lait, notamment le lait infantile en Chine, le lait français infantile en Chine se développe énormément, donc on a vraiment une grosse carte à jouer. Après, encore une fois, il y a une vraie nécessité d'avoir une transparence et une éthique et une sincérité d'un bout à l'autre
de la transformation pour effectivement ne pas tromper le consommateur et ne pas risquer d'avoir, voilà, comme on l'a vu dans l'abattoir bio, je suis bio, donc normalement c'est bon pour le consommateur, si vous êtes bio c'est parfait. Par contre on peut voir comme ça que même pour les produits bio, ben, voilà, c'est pas sincère jusqu'au bout. Donc ça c'est vraiment important. Je voudrais juste terminer, avant de passer aux questions. Nous serons également présents sur le salon MDD Expo, où on reprendra donc sur l'Innovation Store la tendance Made in, qui sera illustrée par plus de 25 produits venant des quatre coins de la planète pour illustrer cette tendance-là. Donc des produits de marques de distributeurs qui seront pris un peu partout dans le monde, avec 3 autres tendances qui sont donc la praticité, la suprématie végétale et les produits sans, donc free from. Nous organisons également des ateliers sourcing à cette occasion-là. Donc rendez-vous entre les fournisseurs d'ingrédients et les distributeurs, avec 2 thèmes principaux qui sont la réduction des coûts de formulation et l'amélioration nutritionnelle des produits. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements complémentaires. Merci de votre attention. Encore désolé des 2 petites interruptions indépendantes de ma volonté. Je vous écoute si vous avez des questions en particulier. Bonjour, merci pour cette présentation. Je voulais poser une question concernant, comment dire, on a bien vu à travers votre présentation qu'il y a un vrai engouement pour la consommation responsable. En revanche, quand on va dans les supermarchés ou les hypermarchés, on voit des produits réservés que aux produits bio et des rayons que pour les produits locaux, notamment les produits labellisés produits en Bretagne. Est-ce que c'est pas un frein de séparer comme ça, de cloisonner les produits bio ou locaux, alors qu'ils pourraient être réintroduits avec les autres produits non labellisés? Alors c'est une bonne question. La question là se pose à la fois pour le distributeur et pour le fabricant, l'industriel, c'est de savoir si la visibilité sera meilleure au sein du produit bio. Alors je réponds à la fois pour le côté bio parce que voilà, vous avez des industriels qui choisissent d'être dans un rayon standard, mais globalement les consommateurs sont un peu habitués à avoir un rayon bio quelque part dans un supermarché, ou alors d'aller dans un magasin spécialisé. Mais sinon, pour l'instant, en tout cas, alors c'est sans doute en train d'évoluer, et notamment parce que globalement, il y a une mutation des circuits de distribution, et qu'on va sortir un peu de ce modèle hyper, super, et notamment gros magasins, pour des points de vente beaucoup plus petits, tout ce qui est convenience store qui arrive à la fois bien sûr en ville, mais pas seulement en ville. On voit les Carrefour Contact par exemple, ou les Sherpas qui sont à la montagne, etc. Donc avoir des plus petits magasins qui auront donc des offres réduites et donc qui n'auront pas la place de faire ces rayons dédiés. Et donc l'offre produit sera intégrée effectivement dans tous les rayons. Aujourd'hui, franchement, la visibilité va être sans doute meilleure sur un rayon dédié à ça. Alors après, le contre-exemple, ça va être tout ce qui est les marques type Reflet de France, enfin donc les marques locales, marques de distributeurs locales, qui là, du coup, sont vraiment dispatchées tout au long du rayon. Mais sur le local, et notamment le vraiment très local, le régional, pour l'instant, je pense que la visibilité est encore meilleure, enfin, plus importante d'être regroupé sous un pôle dédié à ça. Une petite question ici au sujet des ingrédients. C'est une double question. Alors d'une part, dans les produits finis qui se vendent en France, est-ce que vous pouvez donner une petite liste d'ingrédients dont l'origine soit française, soit d'ailleurs est importante? Et dans le sens inverse, pour les PAistes, quelles sont les cartes à jouer pour les PAistes français à l'étranger? Voilà. Alors sur les produits français, c'est ce qu'on produit. Alors forcément, on va avoir beaucoup de choses sur tout ce qui est blé, céréales. On va avoir beaucoup de choses sur les pommes, le raisin. Donc on voit par exemple une marque comme les biscuits Saint-Michel qui indique à chaque fois que tous leurs ingrédients viennent de France. Vous avez des marques type Charles et Alice qui vont vous faire des produits, que ce soit des gourdes ou autres,
de compote 100% France. Bon, il y a plein de marques comme ça qui vont utiliser ces ingrédients. Encore une fois, c'est là pour rassurer le consommateur. Je pense vraiment qu'à l'étranger, on a une grosse carte à jouer là-dessus parce qu'effectivement, on est renommé. Alors après, ce n'est pas avec du soja qu'on va être renommé à l'étranger. Ce sera vraiment avec des produits qui ont une connotation française forte, forcément. Donc ça peut être du fromage, ça peut être du lait, ça peut être, ça peut être du foie gras, des cubes de foie gras, ça peut être... il y a quelques années, il y avait une coopérative qui faisait du cidre. Et en fait, avec le marc de pomme qui restait, ils extrayaient des polyphénols et des fibres de pommes. Donc c'était du cidre normand, donc des fibres de pommes de Normandie et des polyphénols de pommes de Normandie. Les Japonais en étaient fous de ça. Parce qu'effectivement, c'est la Normandie, quoi. Quelque part, même si c'est des polyphénols, on leur vend une origine, une traçabilité. Donc on peut aller très loin dans le type d'ingrédients qu'on peut aller valoriser et labelliser et indiquer l'origine. Mais je crois que de plus en plus, les industriels vont vouloir cette origine dans leur traçabilité et que ce sera vraiment un atout supplémentaire pour un fabricant d'ingrédients de pouvoir dire ben voilà, je suis made in France ou je suis made in Normandie ou made in Bretagne ou made in Landerneau, par exemple. C'est vraiment, je pense que ça va vraiment être un vrai plus. Oui, vous avez fort justement, j'ai montré là, le nombre de crises sur l'agroalimentaire qui se multiplient. On a à peu près une crise par an, à peu près. Pour lutter contre ça, tout le monde crée des labels. On a des labels nationaux, régionaux, locaux, les producteurs, les distributeurs, tout le monde crée des labels. Et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que quelqu'un contrôle ces labels d'abord, régulièrement ? Et quel est le degré de confiance qu'on peut avoir envers les organismes qui contrôlent ces labels ? Alors, la plupart des labels sont effectivement contrôlés. Il y a des chartes. Pour pouvoir avoir ces labels, il y a une charte. Il faut respecter la charte. Et normalement, vous avez au moins un contrôle par an. Alors, je parle par exemple, un parmi d'autres, la VIAG, pour le sans gluten, contrôle donc un contrôle indépendant tous les ans. Après ça, pour certifier par exemple que c'est du porc français, là encore, vous avez un label ou une viande française et il y a des contrôles. C'est la DGCCRF qui est censée contrôler ces choses-là. Alors évidemment, elle ne va pas pouvoir tout contrôler. Il faut savoir que, par exemple, dans les produits bio, vous avez entre 10 et 15% de contraventions qui sont mis... Enfin, je sais pas, contravention, c'est pas tout à fait le terme, mais bref, d'amendes, on va dire, ou d'irrégularités qui sont relevées tous les ans par rapport aux contrôles qui sont faits. Donc il y a forcément des tricheurs, sinon on n'aurait pas ces crises-là. Malheureusement, ils font beaucoup plus de mal que, si vous regardez, ils sont peu nombreux, mais ils font beaucoup plus de mal que tous les gens vertueux qui s'évertuent à essayer au contraire d'aller dans le bon sens. Après la multiplication des labels, si vous voulez, pour le consommateur, vous ne pouvez pas lui demander ni d'être expert en fabrication, ni d'être nutritionniste, ni d'être tout ça. Donc il est forcé de faire confiance à quelque chose à un moment donné. Je pense que si aujourd'hui on fait une étude là-dessus, c'est le label rouge qui va sortir en premier, puis le bio. Mais dans le bio, par exemple, les Français reconnaissent le logo AB. Or, celui qui est obligatoire sur le packaging, c'est la feuille européenne. Le AB, il est vraiment que facultatif. Mais tout le monde l'utilise parce que pour l'instant, le consommateur, la feuille européenne, sa notoriété progresse, mais ce n'est pas encore le cas à 100%. On voit bien d'ailleurs que sur la dernière crise, l'abattoir était labellisé bio. Oui. Et bio, c'est un label qui existe. Non, mais au-delà de ça, longtemps. je vais vous dire, la pire chose qu'on n'a pas mentionné là, mais c'était, si vous vous souvenez, la crise dite du concombre espagnol, où il y a quand même eu des morts en Allemagne, et c'était une graine germée bio qui venait d'Égypte ou de Turquie, je ne sais plus, mais qui a fait des morts. Et la filière bio n'a absolument pas souffert de ça, alors que la filière du concombre a été morte pendant 2 ans. Donc, à un moment donné, il y a effectivement l'impact médiatique qui est très important. Tout d'un coup, ça a été le concombre. Et en fait, les gens ont entendu concombre, ils ont complètement arrêté. Et puis après ça, loin derrière, les journalistes ont dit « Ah ben non, finalement, ce n'était pas ça ». Mais comme ils ne voulaient pas forcément reconnaître qu'ils avaient accusé à tort, c'est passé pas en première, mais en 3e ou 4e ligne. Et les graines germées bio, finalement, personne ne sait que c'est ça qui a vraiment été à l'origine du problème, qui était vraiment hyper grave. Je veux dire, du cheval dans des lasagnes, ça a tué personne. Bon, c'est une tromperie, j'en dis ce qu'on vient pas, mais ça a tué personne.
Là, c'était vraiment grave et finalement, la filière n'a pas souffert. Carole. Oui, j'ai une question. On a parfois du mal à définir la limite pour un produit made in France entre un produit dont les ingrédients viennent en totalité de France et un produit élaboré en France. Je pense par exemple aux épices, dont évidemment la plupart ne peuvent pas être produites en France. Donc est-ce qu'il y a une règle par rapport à ça ? Donc pour avoir le logo Origine France, c'est 50% de la valeur ajoutée du produit qui doit être fait en France. Donc 50%, ça laisse effectivement une marge pour les produits qui peuvent être élaborés à partir d'ingrédients qu'on ne trouvera jamais chez nous. Et c'est le process, donc que ce soit bon pour l'emploi entre guillemets ou pour la France en général, qui est valorisé à ce moment-là. La valeur ajoutée, c'est une notion quoi ? C'est mathématique ou comment ? C'est comptable. Je pense que c'est comptable. Donc c'est assez subjectif quand même. Je pense que dans votre produit final, vous retirez la part de l'achat des ingrédients qui viennent de l'étranger et tout le reste va être considéré comme français si vous avez fait toute la transformation chez vous. Et puis ça va être sans doute dans le prix de revente, donc là, votre valeur ajoutée, elle est forcément plus importante. Ouais. Merci. Aujourd'hui, on consomme bio plutôt parce que, en fait, il n'y a pas d'études qui montrent que le produit bio a un effet positif pour la santé. Donc, est-ce que plutôt c'est une tendance ou bien c'est par peur de ne pas tomber malade ? Alors, vous avez raison. Alors, aujourd'hui, en France, c'est entre 5 milliards et demi, à peu près 5 milliards et demi en 2015, le marché du produit bio. C'est-à-dire, c'est 3% du marché. Vous avez raison, la première motivation pour les Français, c'est j'achète bio pour ma santé. Et vous avez complètement raison, il n'y a aucune étude officielle. Il y a plein de petites études qui peuvent être contradictoires. Récemment, il y a une étude qui a montré que certains produits étaient plus riches en antioxydants ou d'autres plus riches en calcium, etc. Mais globalement, il n'y a pas une grosse tendance, une grosse étude qui viendrait nous dire oui, les produits bio, ils sont meilleurs nutritionnellement. Dans l'esprit du consommateur, le produit bio, il est meilleur pour ma santé. Pas forcément nutritionnellement, mais aussi parce qu'il y a moins de pesticides. Donc à partir du moment où je mange moins de pesticides, ça va être meilleur pour ma santé. Si vous allez chez les Allemands, qui sont les plus gros consommateurs de bio en Europe, eux, ils consomment bio d'abord pour le bien-être animal. Donc les motivations des consommateurs sont vraiment très différentes d'un pays à l'autre. Pour répondre à votre deuxième question de savoir si c'est une tendance, oui, il y a une très forte tendance dans le bio aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez une croissance à 2 chiffres sur les produits bio, mais ça reste aujourd'hui à 3% du marché. Donc peut-être qu'à terme, on sera à 5, à 10. Je pense qu'on n'ira pas forcément au-delà. Cette tendance locale, aujourd'hui en France, on ne peut pas la mesurer, mais vous voyez qu'aux États-Unis, où elle est quand même très forte, c'est 2% du marché. Donc on parle beaucoup, et vous verrez sur le salon le sans gluten. Aujourd'hui, le marché mondial du sans gluten, c'est à peu près l'équivalent du marché bio français. Donc autant dire rien. Au niveau mondial, j'entends, hein. Pourtant, tout le monde en parle et tout le monde développe des applications et tout le monde fait du sans gluten. Donc, demain, on ne sera pas tous au sans gluten, demain, on ne sera pas tous aux produits bio. Par contre, il y a une valeur ajoutée, forcément. Et puis, peut-être que c'est une solution pour l'agriculture locale d'avoir, de rentrer dans ses frais et de pouvoir valoriser une production qui, aujourd'hui, ne vaut plus rien. Voilà. Merci. J'avais une question concernant la transformation des produits, la transformation au niveau du process. Est-ce que les nouveaux process, les process innovants pourraient impacter sur cette image de la naturalité, de la transparence ? Parce qu'on voit qu'on va utiliser une pasteurisation, que ça va dénaturer le goût. Et si jamais on fait du sans arôme, on va plutôt utiliser un autre process qui va permettre de stabiliser, de garder la fraîcheur. Mais est-ce que pour le consommateur, ça peut avoir un impact au niveau de l'image ? Alors, le consommateur, il ne voit pas forcément le process. Hein, donc, il y a effectivement des innovations qui sont invisibles pour le consommateur, mais qui vont beaucoup impacter forcément l'industriel, que ce soit en termes économiques, ça peut être un gain de temps, ça peut être un gain de marge, ça peut être, etc. Dans ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la forte tendance, alors à la fois locale, mais surtout naturelle, là, il y a vraiment une tendance vraiment énorme là-dessus aussi, c'est essayer d'éliminer tout ce qui est les E, donc tout ce qui est additif, etc. Et pour autant avoir une durée de vie du produit qui reste
acceptable, voire allongé pour le consommateur. Donc, si je vous donne un exemple, vous avez sur le salon une société qui va vous proposer un nouveau process de cuisson, par exemple pour un plat cuisiné. Vous mettez les produits crus dans la barquette, ça passe il y a un film avec une valve, ça passe en micro-ondes, donc c'est cuit pendant 5 à 9 minutes, donc ça conserve tous les nutriments, toutes les couleurs, toutes les textures du produit. La valve fait vide, et donc vous avez un plat cuisiné qui sort de là et qui est très naturel, parce qu'il y a eu 0 additif rajouté, et puis qui va avoir une durée de vie de presque 2 mois, pour un produit plat cuisiné frais, pas surgelé. Donc là, oui, le process va avoir un impact, parce qu'effectivement, voilà, ça va améliorer ma durée de vie. Maintenant, le consommateur, lui, ce qui va l'intéresser, c'est que le produit soit bon, qu'il soit nutritionnellement... éventuellement, on pourra lui dire que ça a conservé les vitamines, mais surtout qu'il n'y a aucun additif dedans. C'est ça qui va l'intéresser. Après ça, la recette va l'intéresser forcément aussi. Mais que ça a été que la durée de vie est allongée de 2 mois, il ne le verra pas. Parce qu'en fait, sur le produit, il y a marqué la date limite de consommation, pas forcément la date de fabrication. Donc, il ne le verra pas. Par contre, le distributeur, lui, ça va l'arranger de ne pas avoir acheté ses plats cuisiniers trop vite et pas faire dans le rayon. Et bien sûr, l'industriel aussi. Pas avoir trop de retours, pas trop de casse, etc. Alors, l'autre avantage pour le consommateur dans ce type de process-là, c'est que votre plat de micro-ondes, vous le mettez au micro-ondes et la valve, elle va siffler quand c'est prêt. Donc là, quand vous avez, je sais pas, un enfant de 10 ans, 12 ans, il peut mettre son plat, il n'a pas besoin de savoir combien de minutes, ça siffle, c'est prêt, hop, voilà. Et ça reste chaud plus longtemps. Ce qui est quand même un avantage, parce que quand vous remettez en œuvre des choses au micro-ondes, ce n'est pas toujours le cas. Mais voilà, donc le consommateur, il va percevoir des avantages de ce type-là, mais sûrement pas le côté process qui va avoir aidé plutôt le côté industriel. Donc de temps en temps, on a un process, donc par exemple, un process qui vous permet d'avoir une pizza croustillante au micro-ondes ou des choses comme ça. Où là, effectivement, c'est un packaging qui va être innovant et qui va permettre d'avoir ça. Donc parfois, oui, ça va aider le consommateur, notamment dans tout ce qui est praticité. Mais sinon, globalement, le process, c'est plus l'emballage que le process qui va être bon pour le consommateur. Le process, il va plus impacter l'industriel. Je crois qu'il va falloir que je laisse la place de toute façon. Donc, merci beaucoup. Et puis, si vous voulez la présentation, soit vous m'envoyez un mail, soit vous me donnez une adresse mail et je vous les enverrai après. Sinon, il sera sur le site du salon. Merci.